Aux 82 ans, j'ai 6 comprimés par jour, une fille qui m'apporte de la soupe le mardi et une lettre dans un tiroir que je n'ai pas ouverte depuis 4 ans. La lettre est d'une femme algérienne morte en 2019. Je l'ai connue en 1960. Je n'ai rien fait pour mériter qu'elle m'écrive. Et pourtant elle a écrit. Il y a des amours qui arrivent trop tôt pour être supportés et trop tard pour être réparés. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai mis 60 ans à comprendre. Je suis né en 1942 à Villeurbanne, banlieue ouvrière de Lyon, cheminée d'usine, rue pavée mouillée et enfant jouant au ballon entre les voitures. Mon père était tourneur-fraiseur. Ma mère faisait des gâteaux à vendre à la maison. Nous avons grandi avec le souvenir de l'occupation allemande comme toile de fond silencieuse. J'avais 3 ans en 1944, mais j'ai appris tôt que certaines choses ne se disent pas. Les adultes autour de moi avaient tous un silence particulier, un silence avec une texture, un poids. J'ai appris cette langue avant d'apprendre à lire. J'ai appris qu'un homme qui ressent trop est un homme qui ne supporte pas ce qu'il a ressenti. En janvier 1961, à 19 ans, j'ai été appelé sous les drapeaux pour l'Algérie. Kabylie, région montagneuse à l'est d'Alger, calcaire blanc, olivier, village de maisons blanchies à la chaux, accrochées au flanc des collines. Le FLN avait des racines profondes là-bas. L'armée française appliquait ce que les officiers appelaient le renseignement. Une nuit de novembre 1960, dans une maison de pierre avec un sol en terre battue, j'étais présent quand une femme a été interrogée sur l'emplacement de son mari. Il y avait un enfant de 4 ans environ dans le coin, dos au mur, silencieux, comme seuls les enfants effrayés peuvent l'être. Il y a eu de la violence. Je n'étais pas le seul homme dans cette pièce, et je n'étais pas celui qui a fait le plus, mais j'étais là, et je n'ai rien fait pour arrêter ça. Un des soldats a pris une photo avant de commencer. « Souvenir », a-t-il dit en riant. Je suis parti avec la photo, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour ne pas oublier, peut-être parce que garder quelque chose de concret était la seule façon que je connaissais de faire quelque chose avec ce que je n'arrivais pas à nommer. J'ai plié cette photographie en 4, je l'ai mise dans mon portefeuille. Je suis rentré en France en mars 1962, 3 mois avant l'indépendance algérienne. Je n'ai jamais parlé de cette nuit-là à personne, ni à Suzanne, quand je l'ai rencontrée en octobre de cette année-là, lors d'une fête de voisinage. Elle avait 21 ans, riait beaucoup, sentait la lavande. Ni quand nous nous sommes mariés, en avril 1964, ni quand Thierry est né, en 1967, ni quand Isabelle est née, en 1970. Pendant 58 ans de mariage, personne n'a connu l'homme qui est revenu de Kabylie. C'était ça, le plan, ne pas être connu. Parce qu'un homme connu complètement est un homme responsable de ce qu'il est. Suzanne a trouvé la photographie une fois, en 1987, elle cherchait la carte de la mutuelle dans mon portefeuille. Elle a regardé, elle a replié, elle n'a rien dit. J'ai vu qu'elle avait vu. Aucun de nous deux n'en a parlé. Nous sommes restés mariés 30 ans de plus. Voilà ce qu'était notre amour, assez grand pour contenir un secret de cette taille, et assez petit pour ne jamais le nommer. Je l'ai aimée de loin pour ne pas la contaminer, c'est ce que je me disais. Je l'aimais de loin pour la protéger. En réalité,
Je l'aimais de loin parce que c'était la seule façon d'aimer que je savais faire sans que tout s'effondre. Elle est morte le 3 mars 2017, cancer du poumon. Elle ne fumait pas. Moi, j'ai fumé des gauloises sans filtre pendant 38 ans à côté d'elle. Ce calcul, je le fais tous les jours depuis 7 ans. En octobre 2021, un homme d'une cinquantaine d'années s'est présenté à ma porte. Arabe, bien habillé, calme. Il a dit qu'il s'appelait Karim Méziane, qu'il était médecin à Marseille, qu'il cherchait un Michel Aubert qui avait servi en Kabylie en 1960 et 1961. Isabelle était là, elle venait de déposer la soupe du mardi. Elle s'est retournée vers moi. J'ai senti ma poitrine se serrer, le même serrement que j'avais senti la première fois que j'avais vu un panneau No Arabs dans une rue de Paris en 1963. Une honte physique immédiate qui monte du ventre. Karim a dit que sa mère s'appelait Fatima Méziane, qu'elle avait survécu, qu'elle était morte en 2019 et qu'elle avait laissé une lettre pour moi. Il a tendu l'enveloppe. Je l'ai prise. Il a laissé son numéro de téléphone écrit au dos. Il a dit qu'il ne reviendrait que si j'appelais. Puis, il est parti. Isabelle est restée debout dans le couloir, la vasilla de soupe bleue entre les mains, sans rien dire. C'est la seule fois de ma vie que j'ai été reconnaissant pour le silence de quelqu'un d'autre. J'ai mis l'enveloppe dans le tiroir de la table de chevet, à côté du chapelet que je n'utilise pas, mais que je ne jette pas. Pendant 4 ans, je n'ai pas ouvert cette lettre. Isabelle venait chaque mardi. Une fois par mois, sans forcer, elle demandait « Papa, la lettre est toujours là ?» Je disais oui. Elle disait d'accord et changeait de sujet. Elle avait appris le rythme de son père, ne pas pousser, mais ne pas faire semblant que le tiroir n'existe pas. C'est la seule personne qui me voit tel que je suis, pas tel que j'étais, tel que je suis. Thierry appelle le dimanche à 11h. Il parle 6 minutes, demande si j'ai pris mes médicaments, dit qu'il est occupé, raccroche. Je ne sais pas comment parler à Thierry, et Thierry ne sait pas comment me parler. On s'aime à travers le téléphone comme si c'était suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ça ne l'a jamais été. Mais c'est ce que j'ai construit. Au Café des Sports, rue de la Loge, un mardi matin. Patrick, le barman, essuyait le comptoir. Il a demandé « Vous êtes allé en Algérie, Michel ?» Sans lever les yeux du journal, j'ai dit « Tout le monde y est allé ». Il a répondu que son grand-père aussi y était allé, qu'il n'en avait jamais parlé. J'ai plié le journal. J'ai laissé 1,80 € sur la table. Sur le trottoir, je me suis arrêté. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai regardé la photographie pliée en 4. La pliure était tellement usée que l'image était coupée en 2. La femme dans la photographie, dos à l'objectif, un enfant dans les bras, était littéralement séparée en 2 morceaux de papier qui tenaient encore ensemble par habitude. Allons, bon. Mon voisin du dessous s'appelle Robert Castex. Il a 79 ans. Pied noir d'Oran, il est arrivé en 1962 avec une valise et la conviction que la France lui devait quelque chose. Il n'a jamais reçu ce qu'il pensait lui être dû. Il a fait la paix avec ça à 70 ans. Corps large et bas, cheveux blancs clairsemés, moustache qui fut brune, accent pied noir qui mélange le français avec des inflexions arabes qu'il a absorbées à Oran
sans s'en rendre compte. On boit parfois un verre sur le palier. Un soir, il m'a dit, et il ne savait pas ce qu'il disait, ou peut-être qu'il savait exactement, « Tu sais ce qui est plus lourd que la culpabilité, Michel? C'est la lettre que t'as pas lue. La culpabilité, au moins, elle te tient compagnie. » Je suis rentré chez moi. Je me suis assis dans le fauteuil brun. J'ai regardé le plafond pendant longtemps. En décembre, chez Isabelle pour le réveillon de Noël. Thierry était venu de Lyon avec sa famille. Les petits-fils, 14 et 11 ans, restaient sur leur téléphone. Philippe, le gendre d'Isabelle, a mentionné un documentaire sur la guerre d'Algérie. Il a dit « Ces choses que l'armée a faites, c'est incroyable que personne n'ait jamais été tenu responsable. » Silence à table. Isabelle a regardé son père. Thierry a regardé son assiette. La veine bleue sur ma tempe est apparue. Elle apparaît toujours quand je suis trop près de quelque chose que je ne peux pas dire. Mon petit-fils aîné a levé les yeux du téléphone. « Papy, toi t'as fait la guerre ?» J'ai dit « J'ai bien mangé, je vais me reposer un moment. » Je me suis levé. J'ai été aux toilettes. Je suis resté là 8 minutes. Personne n'a parlé pendant ces 8 minutes. Je le sais parce qu'Isabelle me l'a dit après. 8 minutes de silence autour d'une table de Noël. Voilà ce que j'avais construit. Voilà mon héritage. En janvier, Macron avait reconnu officiellement les violences systématiques de l'armée française en Algérie. Pour la première fois, un président avait utilisé le mot « crime ». Isabelle avait vu ça au journal. Elle avait pensé à son père. Moi, j'avais vu ça au journal aussi. J'avais éteint la télévision. Puis est venu le 1er janvier. Je me suis réveillé avant le voisin du dessus pour la première fois en 20 ans. Il était 6 heures du matin, premier jour de l'année. Je suis allé à la cuisine, j'ai fait du café. Je l'ai apporté dans la chambre. Je me suis assis sur le bord du lit, le côté de Suzanne, pas le mien. J'ai ouvert le tiroir, j'ai pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient, le même tremblement qu'elles avaient eu dans cette maison de pierre en novembre 1960, quand j'avais compris ce qui allait se passer et que je n'avais pas bougé. 62 ans de tremblement dans les mains, la même honte, le même endroit dans la poitrine, juste en dessous du sternum, là où les émotions qu'on ne nomme pas finissent par s'installer comme du béton. J'ai ouvert l'enveloppe. La lettre de Fatima Méziane faisait 3 pages, manuscrite en français, avec une ponctuation irrégulière, une écriture penchée vers la droite, comme si les mots voulaient aller quelque part. J'ai lu lentement, très lentement, parce que les mots n'étaient pas ce que j'attendais. Elle ne m'accusait pas. Elle disait qu'elle avait passé 40 ans avec de la haine, pas de la haine abstraite, de la haine précise, avec un visage, le mien, et qu'à un moment la haine était devenue trop lourde à porter seule. Elle disait qu'elle avait survécu, qu'elle avait élevé Karim, que Karim était médecin, qu'elle avait voulu, une fois avant de mourir, que l'homme de la photographie sache qu'elle était en vie, pas pour qu'il se sente soulagé, mais pour qu'il arrête de porter une mort qui n'avait pas eu lieu. Et puis la phrase que j'ai lue 3 fois avant de comprendre ce qu'elle faisait en moi. Je ne vous pardonne pas, mais je ne veux plus que vous pensiez que je suis morte. J'ai replié les 3 pages. Je suis resté immobile jusqu'à ce que j'entende le voisin du dessus se lever à 6h15. Puis j'ai pris le téléphone. J'ai composé le numéro de Karim Méziane.
Il a décroché à la 4e sonnerie. J'ai dit « C'est Michel Aubert ». Silence. Il a dit « Je sais qui vous êtes ». J'ai dit « Votre mère ». La voix s'est arrêtée. J'ai recommencé. « Votre mère a écrit quelque chose que je ne méritais pas ». Karim n'a rien dit pendant un moment. Puis, elle savait ça. Elle l'a écrit quand même. On ne s'est pas réconcilié ce matin-là. On ne répare pas 62 ans en une conversation téléphonique. Il n'y a pas eu de pardon. Fatima elle-même avait dit qu'il n'y en aurait pas, et Karim respectait ça. Mais on a parlé, 20 minutes, sur ce qu'était sa mère, sur ce qu'était Kabylie maintenant, sur ce que ça faisait de porter quelque chose de cette taille sans pouvoir le poser nulle part. Karim a dit qu'il viendrait peut-être à Montpellier au printemps. J'ai dit que je serais là. Où est-ce que j'irai? À 7h30, j'ai appelé Isabelle. J'ai dit j'ai lu la lettre. 4 secondes de silence. Elle a dit je sais papa. Comment elle savait, je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Ce soir-là, au journal télévisé, il y avait un reportage sur Alger. Je n'ai pas éteint la télévision. J'ai 82 ans. Le cardiologue m'a donné 2 ans, bon, peut-être 5, si je prends les anticoagulants que je refuse parfois de prendre. J'ai de l'arthrite dans les 2 pouces, une insuffisance cardiaque compensée et une surdité partielle de l'oreille gauche dont je connais l'origine, même si le médecin militaire de 1962 avait écrit « cause inconnue » sur le formulaire. Je ne suis pas réparé, on ne répare pas ça. Suzanne est morte sans savoir le nom de la femme sur la photographie. Thierry ne sait toujours pas qu'il y a une lettre. Karim est à Marseille avec le deuil de sa mère et la politesse de ne pas me demander plus que je ne peux donner. Mais Isabelle vient toujours le mardi. La semaine dernière, elle a apporté une soupe de potiron au lieu de la soupe de légumes habituelle. Elle s'est assise dans la chaise de la cuisine et m'a demandé si j'avais reparlé à Karim. J'ai dit oui 2 fois. Elle a dit bien, papa, juste bien. Il y a des gens qui, quand vous les aimez, le poids de ne pas les avoir aimés assez arrive trop tard pour être porté différemment. C'est ça que je voulais dire depuis le début, quand j'ai dit de ne pas tomber amoureux après 60 ans. Ce n'est pas un conseil, c'est une confession. J'ai construit 60 ans de silence autour d'une photographie pliée en 4, convaincu que ne pas aimer complètement était une forme de protection. Pour Suzanne, pour les enfants, pour la femme dans la photo. En réalité, c'était de l'architecture, la seule façon que je connaissais d'être le maître d'œuvre de quelque chose, même si ce quelque chose était ma propre condamnation. Ma mère disait, quand j'étais enfant et que je me cognais, « Pleure pas, ça fait pas mal ». J'ai cru ça pendant 80 ans. J'ai eu tort, ça fait mal, ça a toujours fait mal. La douleur ne disparaît pas parce qu'on refuse de la nommer, elle s'installe, elle durcit, elle devient la fondation de tout le reste. Ne tombez pas amoureux après 60 ans, c'est-à-dire n'attendez pas 60 ans pour aimer ce que vous avez détruit, parce qu'à 60 ans, il vous reste peut-être 20 ans, et à 82, il vous reste peut-être 2. Et dans ces 2 ans, la seule chose encore possible n'est pas de réparer, c'est d'arrêter d'utiliser le poids comme excuse pour ne pas essayer. Fatima Méziane n'a pas pardonné, mais elle a refusé de rester morte dans ma tête. C'était le seul cadeau qu'elle pouvait encore faire. Et c'était, étrangement, exactement ce dont j'avais besoin. Pas l'absolution, mais la vérité que le poids que je portais
depuis 62 ans, n'était pas entièrement réelle. Elle était vivante, elle avait eu une vie. Je n'avais pas tout détruit, pas tout. Je m'appelle Michel Aubert, j'ai 82 ans. Je vis à La Paillade, Montpellier, 3e étage sans ascenseur. Je bois un expresso seul au Café des Sports le matin. Je lis les nécrologies en premier, vieille habitude d'homme qui compte, qui reste. La photographie est toujours dans mon portefeuille. Elle le sera jusqu'à la fin. Mais depuis le 1er janvier, quand je la regarde, je ne vois plus seulement ce que j'ai fait. Je vois aussi ce qui a survécu, malgré moi. C'est peut-être ça, la seule forme de paix disponible à cet âge. Non pas l'oubli, non pas le pardon, mais la reconnaissance que la vie a continué autour de nos silences, avec ou sans notre permission. Et vous, y a-t-il quelque chose que vous n'avez jamais dit à la personne que vous aimiez le plus, non par cruauté, mais parce que vous pensiez que le silence était une façon de la protéger?